Alors dans cette vidéo, on va voir le rôle des principales couches de KiCad, et puis on va voir aussi comment on configure le circuit imprimé. Donc pour ça, on va cliquer sur cette icône ici qui donne accès aux options de configuration. Alors dans la catégorie Board Stackup, on est ici sur le Board Editor Layers, donc on a l'ensemble des couches qui sont définies là pour le modèle de carte qui est pour l'instant chargé, où on va retrouver un certain nombre de couches dont on a déjà un petit peu parlé lorsqu'on a créé des empreintes. Alors, ce qui est intéressant à repérer, c'est toutes les couches qui sont préfixées ici par la lettre F, donc F point quelque chose, ou par la lettre B. Donc cette lettre F correspond à front, donc ce qui est la face avant, et B à back, donc pour la face arrière. Donc quand on regarde le circuit imprimé depuis l'éditeur de circuit imprimé, on voit la face avant naturellement et la face arrière est vue par transparence. Donc finalement, on a un espèce d'effet miroir, puisque si on voulait vraiment visualiser ce qui se trouve de l'autre côté du circuit imprimé, il faudrait le retourner. Donc dans la liste des couches, on va retrouver ici la couche courtyard qu'on avait déjà vue, qui correspond à la zone d'occupation physique d'un composant, et donc KiCad va vérifier qu'on n'a pas chevauchement entre des composants différents, ce qui rendrait impossible l'assemblage. Ensuite, il y a une couche dite de fabrication. Donc ça, c'est pas une couche qui va être réellement imprimée sur le circuit imprimé final, mais qu'on peut imprimer, qui va contenir des directives à l'attention de celui ou de celle qui sera chargé de faire l'assemblage des composants, donc la mise en place des composants et le soudage. Ensuite, on a une couche adhésive qui permet de préciser les endroits où on voudrait mettre des points de colle. Donc ça, c'est utilisé essentiellement quand on fait de la réalisation CMS, et puis qu'on a besoin, lors de certaines étapes de fabrication, de retourner la carte. Donc afin d'éviter que les composants tombent, il faut qu'ils aient un point de colle dessous. Ensuite, on a la couche paste qui est utilisée donc quand on fait là encore des composants plutôt CMS, donc qui correspond aux emplacements auxquels on va mettre de la pâte à braser. Et donc ça, c'est pour un assemblage au four à refusion. Ensuite, on a la couche silkscreen qui correspond à la sérigraphie, donc qui est imprimée sur la couche de vernis. La couche de masque qui donc permet de préciser les endroits du circuit imprimé où il ne faut pas qu'il y ait de vernis. Donc c'est principalement les pattes des composants, les pastilles ou les vias. Ensuite, on va retrouver les deux couches de cuivre, donc front et back, donc où il va y avoir vraiment les pistes du circuit imprimé. Et puis donc dans les couches back, on va retrouver le symétrique de celle qu'on a déjà vue plus haut. Et puis donc on retrouve ensuite la couche edge cuts, donc qui est le bord de carte qu'on a déjà tracé tout à l'heure. Il y a une couche margin qui peut servir à déterminer une marge, donc qui va jouer un rôle double avec des contraintes qu'on reverra par la suite. Mais en tout cas, ouais, qui permettrait de spécifier des zones de la carte dans lesquelles on ne veut pas voir de pistes ou de composants. Et puis ensuite, il y a tout un tas de couches dites utilisateurs, donc prédéfinies. Donc là, c'est vraiment pour faire apparaître des dessins, des commentaires. Donc ce sont des choses qui n'atterriront pas sur le circuit imprimé final. Alors dans le Physical Stackup, on peut avoir une vue un petit peu plus détaillée technique de l'ensemble des couches qui constituent vraiment le circuit imprimé à proprement parler. Donc au cœur du circuit imprimé, on a le diélectrique, le substrat. Classiquement, c'est un matériau FR4. De chaque côté de ce substrat, on va retrouver du cuivre, donc en front et en back. On a ensuite le masque qui donc correspond aux zones dans lesquelles on aura du vernis ou celles où il n'y en aura pas. Au-dessus de ça, on va retrouver la pâte à braser, donc qui apparaîtra sur les pastilles des composants. Et puis la dernière couche, c'est la couche de sérigraphie. Ce qu'on va regarder maintenant, ce sont les design rules, donc qui sont l'endroit où on va pouvoir spécifier les contraintes de tracé du circuit imprimé. Donc ces contraintes, elles sont dépendantes de l'endroit où on va faire fabriquer le circuit imprimé. Donc si on a une réalisation artisanale avec une machine, par exemple la machine qu'on a à l'IUT qui va faire une gravure chimique ou une gravure laser, les contraintes ne seront pas les mêmes. Et si on fait fabriquer notre circuit imprimé chez un fabricant, là encore, le fabricant va définir les tailles de pistes minimum qu'il est capable de réaliser, les distances minimum à respecter entre tout un tas d'éléments. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va pouvoir venir saisir ici dans ces différents points de réglage. Juste pour vous donner une petite idée, j'ai ici ouvert la page d'un fabricant de circuits imprimés qui s'appelle JLC PCB, chez qui on peut trouver du coup dans la rubrique Capabilities les caractéristiques qu'ils sont capables de tenir lors de la fabrication d'un circuit imprimé. Donc on va retrouver par exemple ici Drill Hole Size, les tailles de trous minimales qu'ils sont capables de percer. Pour une via, quelle est la taille minimale du trou, quel est le diamètre minimal, etc., etc.
Donc toutes les caractéristiques de dimension minimale à respecter, de distance minimale à respecter entre via, entre trous, entre le bord de la carte et les pistes, entre deux pastilles, etc. Donc tout est spécifié ici sur le site. Et donc il faut pouvoir reporter ces informations-là dans les écrans de KiCad qui vont nous permettre de garantir qu'on respectera bien les contraintes fixées par le fabricant. Et donc il y a un dernier point, ça ce sont les limites technologiques de fabrication des circuits imprimés. Et souvent on se place au-dessus, et donc il y a un concept qui est très utilisé quand on fait du routage de cartes, c'est le concept de classe de nœuds, donc net classes. On parle également de classe d'équipotentiel, c'est le terme qu'on va apparaître ici sur cet écran. Donc une équipotentielle, un nœud, c'est une connexion entre plusieurs pattes de composants qu'on viendra ensuite relier entre elles avec des pistes de circuits imprimés en cuivre. On voit ici que pour l'instant il existe une seule classe d'équipotentiel qui est la classe par défaut, à laquelle sont associés tout un tas de réglages, en particulier la largeur de piste, l'isolation qui sera la distance minimale entre deux pistes, et puis des propriétés pour les vias, donc de diamètre de via ou de diamètre de perçage du trou des vias. Donc pour l'instant, on a une seule classe d'équipotentiel par défaut, et donc toutes les pistes qui seront tracées ensuite depuis l'éditeur de PCB prendront les caractéristiques propres à la classe d'équipotentiel à laquelle le nœud appartient. Donc si on veut pouvoir faire des distinctions, on viendra ici créer une nouvelle classe. Donc nous, on va créer une classe pour l'alimentation. On pourrait ajouter plusieurs classes. Si on avait par exemple sur notre carte une partie avec de l'électronique de puissance pour venir alimenter des moteurs, on pourrait avoir des pistes ici d'une largeur bien spécifique. Pour l'instant, je laisse les réglages par défaut et donc ce sera à vous de venir modifier ces réglages avec les consignes qui sont données sur le site. Et on va voir maintenant comment est-ce qu'on associe les nœuds du schéma à ces deux classes d'équipotentiel. On peut le faire ici depuis l'éditeur de PCB en utilisant la petite case plus, mais la philosophie de la dernière version de KiCad est plutôt de faire ça depuis l'éditeur de schéma. Donc si je rebascule sur l'éditeur de schéma, on peut voir aussi ici dans les réglages de l'éditeur de schéma qu'on a la possibilité d'accéder aux classes d'équipotentiel et qu'on va retrouver un menu similaire à celui qu'on avait juste avant. Donc j'aurais pu créer la classe d'alimentation depuis ce menu-là. Et puis pour l'assignation des classes de nœuds, on peut le faire donc là encore en utilisant le plus, ou sinon directement depuis le schéma, ici en faisant un clic droit, donc par exemple sur le nœud plus 5 volts, en sélectionnant assigner net class, et en lui affectant ensuite ici une des classes d'alimentation qui ont été définies. Donc je vais associer ici le plus 5 volts à la classe alimentation, je vais faire OK, et on va faire pareil pour le GND, je fais un clic droit, assigner net class, là encore il me propose directement la bonne classe de nœud alimentation. Donc je clique sur OK. Je peux aller vérifier ici dans les réglages qu'on a maintenant les deux nœuds plus 5 volts et GND qui sont affectés à la classe d'équipotentiel, et puis tous les autres nœuds qui n'apparaissent pas seront associés à la classe d'équipotentiel par défaut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut associer un nœud à une classe de nœuds que s'il possède un nom. Donc ça a pu fonctionner avec le plus 5 et GND qui étaient nommés, ça pourrait fonctionner avec l'ensemble des nœuds qui sont rattachés aux labels globaux qu'on a utilisés dans le schéma. Ici, je vais vous montrer un exemple, alors c'est pas demandé dans le cadre de cette ESAE, mais on aurait pu le faire. Donc si je zoome ici sur le circuit de rétroéclairage du LCD, on a l'alimentation qui arrive, une résistance qui est là pour fixer le courant qui va circuler dans la LED qui fait le rétroéclairage. Et donc le 5 volts et le GND sont tous les deux rattachés à la classe de nœud d'alimentation, mais pas la connexion entre la résistance et la LED. Donc concrètement, sur le circuit imprimé qu'on va dessiner, la largeur des pistes pour le 5 volts et GND sera la même, mais la largeur de cette piste-là sera un petit peu plus fine. Alors c'est amplement suffisant pour laisser passer le courant de la LED. Et juste pour l'exemple, donc si on voulait affecter ici cette connexion-là à la classe alimentation, si je fais un clic droit dessus et que je lui fais assigner net class, je vais avoir ici le message d'erreur qui me dit que le nœud doit être étiqueté pour être attribué à une net class. Pour lui rajouter une étiquette, on va pas utiliser un label global qui est utile parce qu'il permet de faire apparaître clairement la direction des signaux, les entrées et les sorties. Mais donc quand on veut juste donner un nom à une connexion, on peut utiliser un label comme celui-ci, que je peux appeler backlight de manière un petit peu condensée, donc comme rétroéclairage. On voit qu'il y a un petit carré qui permet de sélectionner le nœud, et donc une fois que ce petit carré est au-dessus du fil, quand je sélectionne, j'affecte le nom backlight à cette connexion-là. Donc j'appuie sur Escape pour revenir en mode sélection, et si maintenant je fais un clic droit et que je tente l'assignation d'une net class, il va me proposer d'associer le backlight à l'alimentation, et vous voyez au passage qu'il y a une syntaxe un petit peu particulière, je rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais la documentation de KiCad explique la raison d'être du slash qui est ici.